parcours scientifique et un autre littéraire, entre les recherches, l'enseignement dans un domaine très épineux, tel l'énergie solaire, ou des livres très littéraires, des livres qui font le tour de soi, la femme que j'aimerais vous présenter aujourd'hui va nous inviter à faire ce parcours. Il s'agit de professeur Dr Nadia Mourozghorab, enseignante, chercheuse à l'école d'ingénierie de... Madame Nadia Mourozghorab, vous êtes ingénieure, vous êtes enseignante et chercheuse à l'école d'ingénierie de Tunis et en même temps, vous venez de publier un livre qui a trouvé sa voie sur les pavillons de la foire du livre au Caire récemment. Bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Vous aviez eu un parcours très enrichissant, que ce soit dans le domaine scientifique et notamment l'énergie solaire. C'est un sujet qui est à la une et en même temps en matière de littérature. Commençons tout d'abord par votre formation. Abordons votre aspect formation et études. Ma formation, j'ai fait beaucoup de bifurcations. Moi, je suis diplômée de la faculté polytechnique de l'Université du Caire dans la spécialité de l'électronique. Ensuite, je suis partie en France, j'ai fait un DEA d'informatique et puis une thèse de docteur ingénieur en intelligence artificielle. C'était les débuts, hein, mais ma thèse était dans ce domaine. J'aime bien ce qui est nouveau, donc ça m'avait attirée. Et puis, en étant en France, vers la fin de ma thèse, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon mari et qui est tunisien. Et lui était passionné par l'énergie solaire, il est peintre et architecte, et il m'a tellement parlé d'énergie solaire que ça m'a vraiment beaucoup plu. Et avec la fin de ma thèse de docteur ingénieur, j'ai entamé un DEA d'énergie solaire. Et puis nous sommes rentrés en Tunisie, j'ai travaillé tout de suite à l'ENIT, qui est l'école d'ingénieurs dont vous avez parlé. J'ai instauré des cours d'énergie solaire qui n'existaient pas dans cette école, et puis j'ai formé une équipe de recherche qui a fait des recherches nombreuses en énergie solaire et en thermique des bâtiments. Voilà, ça c'est mon parcours scientifique. Ça fait combien de temps que vous enseignez? J'ai commencé en 81 et j'ai arrêté en 2011. Donc c'était exactement 30 ans. Voilà, une tranche de vie. Depuis 1981 jusqu'en 2011, quelles sont les différentes phases par lesquelles ce domaine très important est passé? Alors, moi, je m'occupe surtout, bon, pour l'enseignement, c'est de l'énergie solaire, d'accord? Alors évidemment, il y a beaucoup d'évolutions. Par exemple, l'énergie solaire photovoltaïque qui coûtait très cher au début des années 81 et donc qui était utilisée très parcimonieusement. Eh bien, la recherche a permis de faire baisser les coûts d'une manière drastique. Et maintenant, on utilise l'énergie solaire photovoltaïque très couramment, même pour l'éclairage des rues, même pour toutes sortes d'applications. Ça, c'est l'énergie solaire proprement dite. Mais moi, mon domaine de recherche, alors là, c'est la recherche, plus particulier, c'est l'utilisation de l'énergie solaire et de toutes les sources naturelles pour donner du confort thermique dans les bâtiments avec le minimum de consommation d'énergie. Et là, mon équipe de recherche et avec moi à sa tête, nous avons lancé un projet de réglementation thermique des bâtiments qui a concerné 3 pays. Tunisie, Algérie, Maroc, et nous avons eu de gros fonds de l'Union européenne pour faire ce projet. Et alors, là, il y a eu beaucoup d'évolutions, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout important d'utiliser autant d'équipements et autant de consommation d'énergie, et qu'une conception judicieuse de la maison qui tient compte du microcosme dans lequel elle est, des caractéristiques climatiques et du mode d'occupation des habitants. C'est très important, hein, parce qu'un Européen, par exemple, n'utilise pas sa maison comme un Tunisien. Nous, on ouvre beaucoup les fenêtres. Dès qu'on lave le plancher, on ouvre les fenêtres pendant 1 heure, alors que le Français, il ouvre à peine, il ferme, etc. Donc c'est important de regarder les aspects sociaux, les aspects économiques, les aspects culturels, tous ces aspects-là, et ça, c'était une évolution. Notre réglementation était tout à fait faite sur mesure par rapport à nos pays, et elle n'a pas été du tout copiée d'une manière standard sur celle d'autres pays. Malgré toutes ces recherches, pourquoi est-ce que l'énergie solaire n'est pas suffisamment répandue? C'est vrai, mais ça dépend des pays.
hein. En Allemagne, par exemple, et en Europe du Nord pourtant, ils ont peu de soleil, hein. Eh bien, en Suède, ils utilisent beaucoup l'énergie solaire. Ça peut paraître surprenant, mais c'est comme ça. En Allemagne, en Espagne aussi beaucoup. Dans nos pays, ça avance, mais ça avance lentement. Et je pense que c'est une question un petit peu de volonté politique aussi. Ça va venir, je le sais que ça va venir, mais il faut du temps pour que les responsables à différents niveaux prennent la mesure de cette... D'évoquer la Suède, justement, c'est une question qui m'intrigue parce que je le savais déjà qu'en Europe du Nord, ils arrivent à utiliser l'énergie solaire. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a, d'une certaine manière, un moyen de stocker, par exemple, le soleil? Vous avez tout à fait raison. Ils ont le soleil pendant de nombreuses heures, pendant l'été, pendant 6 mois pratiquement. Mais les journées sont très très longues, hein. Elles font presque 24 heures. C'est vrai que ce n'est pas un soleil très intense, mais il existe. Et puis pendant l'hiver, évidemment, ils n'ont plus rien du tout. C'est pour ça que la Suède, c'est le pays qui est le plus avancé pour le stockage thermique. Parce qu'on peut utiliser l'énergie solaire qu'on a au moment même, mais on peut aussi la stocker pour l'utiliser ultérieurement. Et ce n'est pas évident. Il faut beaucoup de recherche pour savoir la stocker de façon efficace, avec un bon rendement, etc. Eh bien, les Suédois, c'est ceux qui sont le plus à l'avance pour les recherches sur le stockage, à cause de ces conditions. Un pays comme l'Égypte, doté de ce beau soleil radiant durant 12 mois de l'année, où en sommes-nous quant à l'utilisation et l'exploitation de cette énergie tout à fait naturelle? J'avoue que vivant depuis de nombreuses années loin de l'Égypte, je ne peux pas vous donner de grands détails. Je sais quand même qu'il y a plusieurs unités de fabrication des capteurs solaires. Je sais que les photopiles sont largement utilisées, mais dans quelle mesure exactement, quantitativement, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne peux pas vous le dire. Vous avez deux tendances, l'une scientifique et l'autre littéraire, mais c'est la scientifique qui a pris le dessus. Pourquoi? Oui, c'est vraiment une question qui est au cœur de ma vie et de mon parcours. Au moment du choix de l'orientation pour le baccalauréat, j'ai beaucoup hésité entre un bac scientifique et un bac littéraire. Et puis, c'était Abdel Nasser qui était chef de l'État à ce moment-là, et il avait un charisme extraordinaire. Et il a réussi à enthousiasmer les gens de ma génération pour le développement du pays, pour construire le pays, pour le faire progresser sur les plans industriels, économiques, etc. Et j'étais hyper enthousiaste et donc j'ai décidé de faire des études d'ingénieur pour pouvoir contribuer au développement du pays. Mais il est resté toujours un petit manque en moi. La fibre littéraire, je la portais dans mon cœur et j'attendais de pouvoir un jour l'exprimer. Madame Nadia Rob, vous avez une trajectoire très particulière. Vous êtes égyptienne, vous avez vécu en France et à l'heure actuelle, votre résidence permanente est en Tunisie. Comment arrivez-vous à vivre ces trois cultures en même temps? Oui, vous avez raison, ce sont trois cultures, trois appartenances aussi. Alors, je vais vous dire, moi, d'abord, bon, c'est un peu banal de dire citoyenne du monde. Moi, je préfère dire je me sens citoyenne de cette petite planète Terre qui est menacée actuellement sur le plan écologique. Mais même pour être citoyen du monde ou citoyen de la Terre, il faut l'être à partir de quelque part. Donc moi, mes racines sont égyptiennes, ça c'est clair. Mais je n'aime pas les racines qui vous emprisonnent. Moi, j'aime des racines qui m'aident à grandir. Donc mes racines égyptiennes, je les garde toujours avec moi, mais elles sont portables. Je pars avec dans différents pays et je continue à être égyptienne avec mes racines égyptiennes tout en étant, disons, en synergie avec les autres cultures que je rencontre, avec les autres lieux que je rencontre. Et je pense que c'est important, c'est l'ouverture. Hein. Et mon recueil qui s'appelle Dépassement, c'est précisément pour dépasser les frontières étriquées d'un milieu donné ou d'une culture donnée. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber ses racines, non. Mais on les prend avec soi. À votre avis, est-ce que votre parcours est la raison derrière la publication de ce livre Dépassement? Est-ce que c'était un cri ou c'était un message, une expression? Très probablement. Je ne peux pas vous l'assurer parce que ce n'était pas une décision délibérée, voilà, j'ai fait telle et telle chose, donc je fais Dépassement. Mais je suppose qu'au fond de moi, les choses
sont venues comme ça naturellement à cause de mon parcours. Votre livre est constitué de plusieurs nouvelles. La première porte sur Khan el-Khalili et le Caire fatimide. Pourquoi? Tout à fait. Parce que, d'abord, ce sont des quartiers que j'aime énormément. Et puis, ce sont des quartiers qui ont une résonance tout à fait particulière pour moi, parce que ma mère était amoureuse de ces quartiers. Elle aimait beaucoup l'art arabe, l'art islamique, et j'étais un peu son chauffeur, en quelque sorte. Hein. Elle ne conduisait pas, donc c'était moi qui l'accompagnais. J'étais très attachée à ma mère, et nous avons beaucoup parcouru ce quartier et ses rues, et on fouillait dans les petites boutiques, elle me faisait admirer des choses, et elle a fait mon éducation artistique d'une certaine façon comme ça, et j'avais beaucoup de plaisir à l'accompagner, et ensuite quand elle est partie, eh ben, je retournais dans ce quartier-là pour retrouver un petit peu son odeur, sa présence imaginaire. Dans votre livre, vous avez évoqué plusieurs dépassements, que ce soit des dépassements culturels, des dépassements émotionnels, des dépassements interconfessionnels. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à tous ces dépassements humains? Oui. Alors, par exemple, dans la nouvelle qui s'appelle Mohashish, on a deux jeunes qui ont à peu près 20 à 25 ans. Lui est tunisien, il est musulman, bien entendu, il est d'une classe sociale pas très élevée, etc., etc. Et on lui a beaucoup appris à l'école, et sa mère aussi lui a beaucoup appris à rester toujours dans des normes, dans des limites, etc. Et puis, il rencontre par hasard, c'est une rencontre fortuite, une jeune fille qui vient de Belgique, qui a les yeux bleus alors que lui est tout brun, qui est d'un milieu très aisé, qui est chrétien, enfin d'un milieu chrétien, etc. Et lui se dit, ah, il ne faut pas que je fasse trop sa connaissance. Il est sur ses gardes. Il garde ses frontières, ses barrières. Mais elle ne voit pas du tout les choses comme ça. Et en fait, ils viennent de deux mondes complètement différents, séparés par des frontières, comme vous avez dit, ethniques, religieuses, culturelles, sociales, économiques, tout les sépare. Et malgré ça, il y a une affinité très très forte entre eux. Et alors, toute la nouvelle tourne autour de ça. Est-ce que l'élan amoureux va pouvoir transcender ces frontières de façon, disons, paisible ou pas, hein? Là, il y a des frontières multidimensionnelles, hein, tous azimuts. Bon. Dans la nouvelle suivante qui s'appelle La gardienne de phare, on a une gardienne de phare, ce qui est assez original, parce que d'habitude, ce sont les hommes qui gardent les phares. Moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être gardienne de phare, donc c'est pour ça que j'ai écrit cette nouvelle. Et en l'écrivant, je suis devenue gardienne de phare pendant 6 mois. Donc maintenant, je n'ai plus de regret de ne pas être gardienne de phare. Mais alors, il y a cette gardienne de phare qui est une femme simple, très profonde, mais très simple, un peu rustique, qui n'est pas cultivée, qui aime la nature, qui aime son travail. Et puis, tout à fait par hasard aussi, elle rencontre une femme très mondaine qui vient sur cette île et qui vient d'un milieu beaucoup plus artificiel, beaucoup plus argenté, avec beaucoup plus d'apparence. On joue sur les apparences, sur les belles toilettes, etc. Et rien ne prédispose ces femmes à avoir une relation. Elles viennent vraiment de deux mondes complètement différents qui d'habitude s'ignorent. Et bien voilà et la gardienne de phare a au début des préjugés contre l'autre. Elle lui paraît chichiteuse, elle lui paraît embarrateuse, elle lui paraît artificielle, légère. Elle la rejette. Elle est même agressive avec elle. Et puis petit à petit, elle se rencontre plusieurs fois et petit à petit, voilà qu'elle se découvre des affinités énormes dans la relation à la nature, dans la relation à l'amour, dans la relation dans leur humanité, tout simplement. Et donc, elles arrivent à dépasser ces frontières un peu artificielles de milieux sociaux et tout ça différents pour se rejoindre dans leur humanité commune. Et c'est ça ce qui m'intéressait, c'est ça le dépassement. Au niveau de l'adaptation et de l'intégration, comment s'est passée votre intégration en Tunisie? Oui, je vais vous dire, peut-être que le premier dépassement plus difficile que j'ai eu à faire, c'était en arrivant en France. Parce qu'entre l'Égypte et la France, il y a davantage de différences culturelles, même climatiques, de différences de toutes sortes. Là, je pense qu'il y a eu un effort important à faire. Mais ensuite, pour passer de la France à la Tunisie, beaucoup moins. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Tunisie, elle est intermédiaire entre l'Égypte et la France. Et ça, sur tous les plans, climatiquement déjà. Elle est moins chaude que l'Égypte, elle est moins froide que la France. Donc elle est intermédiaire entre les deux. Culturellement, elle est moins orientale
que l'Égypte, elle est moins occidentale que la France, d'accord? Et sur tous les plans, sur le plan libération de la femme, elle est intermédiaire. Sur tous les plans, la Tunisie est entre l'Égypte et la France. Donc, franchement, le passage de la France en Tunisie ne m'a pas demandé une adaptation importante, sauf pour la langue. Au début, quand je suis arrivée en Tunisie, je vous assure, pendant un mois, je ne comprenais pas un mot. Et au bout d'un mois, je comprenais 70 à 80%. Je n'ai pas appris une langue en un mois, mais j'ai compris comment l'intonation change. Et au niveau de votre vie professionnelle, est-ce que vous avez été acceptée facilement? C'est une question un peu délicate. Oui, j'ai été acceptée. J'ai été bien acceptée. Sauf que, quand même, en Tunisie, comme peut-être dans d'autres pays aussi, il y a un certain régionalisme. Donc, il y avait les gens du Sahel, il y avait les gens de Sfax, il y a les gens de Tunis. Et tout ça, ça fait des groupes solidaires. Il y a les syndicalistes, il y a les destouriens à l'époque, etc. Donc, chaque enseignant avait un peu son groupe d'appartenance avec lequel il était solidaire. Et moi, je n'avais pas de groupe d'appartenance. Hein. Je ne venais ni du Sahel, ni de... etc. Donc, au début, c'est vrai que ça a pris un petit peu de temps. C'est pas que les gens me rejetaient, mais on ne m'associait pas au projet de recherche. Et puis, je crois que c'est quand même un peu par la qualité de mon travail que les gens ont admis que je devais avoir une place correcte, convenable, quoi. Puis je vais vous dire, j'ai été la première femme chef de département dans une école d'ingénieurs. Et le directeur voulait me nommer parce que l'autre était parti. J'ai dit, il n'est pas question que vous me nommiez. Si vous tenez à ce que je sois chef de département, il faut des élections. Donc on a fait des élections. Et puis après, j'ai été élue largement. Et puis après, il y a un collègue qui est venu me dire, tu sais Nadia, beaucoup d'entre nous ont été obligés de faire un effort sur leur machisme pour voter pour toi. Est-ce que vous envisagez un autre projet de livre? J'ai un roman qui est en chantier, oui, mais bon, ça fait un petit bout de temps que je n'arrive pas, faute de temps, à le travailler, mais il est bien entamé à 40%. Comment s'est passée votre première expérience au niveau de l'édition du livre et de l'exposition à la Foire internationale du livre au Caire? Alors, au niveau de l'édition, je n'ai pas eu de problème. J'ai donné mon manuscrit à un éditeur tunisien que je connaissais un petit peu, parce qu'il avait édité un livre que nous avions fait pour un festival de poésie. Donc, à travers ce livre, nous avions travaillé ensemble, et dès que je lui ai donné le manuscrit, il a dit « Ah, je vais le lire rapidement, je te dirai ». Et puis, il m'a donné une réponse positive assez vite. Donc là, il n'y a pas eu trop de difficultés. Pour l'exposition à la Foire du Livre, ça, je dois dire que c'est grâce à ma cousine qui est vraiment plongée dans le livre, qui a beaucoup travaillé avec le livre, et qui a contacté une librairie qui a tout de suite accepté de l'exposer. Voilà. Et finalement, est-ce que vos idées ont été facilement acceptées et il y a eu pas mal de preneurs vis-à-vis de votre livre? Je ne sais pas, vous savez, c'est très récent. Hein. Il n'a pas été exposé dès le début de la Foire du Livre parce qu'il n'était pas disponible. Il a été imprimé fin décembre. Hein. Il a été publié fin décembre. Et moi, je l'ai ramené avec moi. Je suis arrivée ici combien, je ne sais plus, le fin janvier, le 30 janvier. Donc, il a été exposé à partir du 3 janvier, du 2 février, pardon, j'ai pas encore... Je ne sais pas si ça a été... Votre époux est un artiste et c'est lui qui vous a orienté vers l'énergie solaire. Qu'est-ce que cette relation vous a rapporté? Justement, là aussi, il a fallu franchir une frontière, tant pour lui que pour moi. Parce que moi, en tant qu'ingénieur, j'ai des raisonnements plus carrés, d'accord? Vous avez tout de suite vu ça, plus rationnels, tandis que lui, il est beaucoup plus dans l'intuition. Il va peut-être me donner des réponses parfois qui ne sont pas logiques. Au début, elles vont me paraître pas logiques par rapport à la question ou bien par rapport à mes normes, à moi. Mais en fait, quand j'y réfléchis un tout petit peu plus tard, je trouve qu'il y a une autre logique et qui est extrêmement intéressante. Hein. Et donc, je crois que nous avons eu à faire tous les deux, chacun un chemin dans son sens. Et puis, il m'a vraiment initiée à la peinture, parce que nous avons, d'abord, je le vois travailler, et puis nous avons beaucoup fait
d'exposition ensemble, c'est-à-dire visiter. Chaque fois que nous sommes en France, nous allons dans les musées, en Tunisie, toutes les expositions en Égypte aussi. Et puis lui, il a exposé aussi en Égypte. Donc vraiment, il a fait mon éducation dans le domaine pictural, en peinture. Quels sont vos futurs projets? Je vous dis ce roman qui me tient vraiment très très à cœur, essentiellement. Que craignez-vous le plus? La souffrance de mes proches. Elle m'est plus insupportable que ma propre souffrance, parce que la mienne, je la connais bien, je la vis, il n'y a pas de problème. Celle des autres, je l'imagine. Et donc, c'est plus... c'est ça ce que je crains le plus. Voilà. Quel est l'endroit qui vous tient à cœur? Là où je suis, le Caire. Le Caire, c'est quelque chose qui est incrusté en moi. Hein? C'est très viscéral. Ça ne passe pas par du rationnel, c'est vraiment viscéral. C'est un endroit qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Et puis aussi, par exemple, Sidi Bou Saïd, où j'ai vécu 9 ans quand nos enfants étaient petits, on a vécu vraiment une vie de rêve dans ce petit village. C'est un petit village de pêcheurs, mais qui a un charme incroyable et qui est très recherché maintenant par les touristes. On y a vécu 9 ans quand il n'y avait pas énormément de touristes et les rues sont piétonnes, nos enfants descendaient dans la rue, tous les marchands s'occupaient d'eux. Fen Sahar, tout le monde me disait « Ah, elle est dans la 3e boutique là », etc. C'était extrêmement chaleureux. À votre avis, vos enfants sont plus tunisiens ou égyptiens? Alors, quand il y a un match, par exemple, entre l'Égypte et la Tunisie, ça c'est très très dur, hein. Notre fils qui s'intéresse beaucoup au foot, il est avec la Tunisie. Et moi, ça me rend folle. Et donc je lui dis, bon, ok, si tu es avec la Tunisie, je te ferai demain de la molokhia tunisienne, mais tu ne mangeras pas la molokhia égyptienne. Alors là, il n'est pas content du tout, parce qu'il adore la molokhia égyptienne. Les deux sont bonnes, mais elles sont très très différentes. Donc, ils ont les deux. Du fait qu'ils ont vécu en Tunisie, je dirais que mon fils est un petit peu plus tunisien, mais il est égyptien aussi. Ma fille est plus à l'aise en Égypte. Madame Nadia Ghorab, que pensez-vous de la femme égyptienne? Je trouve vraiment qu'elle est à la fois admirable et attachante. Comme je vous l'ai dit, c'est une douce battante. Elle n'arrête pas de lutter. La vie quotidienne est difficile, hein, avec les embouteillages, avec les encombrements, avec parfois des pénuries, avec toutes sortes de difficultés, parfois une situation économique, parfois toutes sortes de... Les personnes âgées, c'est les femmes qui s'en occupent, les handicapés, c'est les femmes qui s'en occupent, les enfants quand ils sont petits et malades, etc. Donc c'est une battante. Elle ne baisse jamais les bras. C'est ça ce qui est fabuleux. Elle porte la société, elle ne baisse jamais les bras. Et en même temps, elle le fait avec bonne humeur, en gardant sa joie de vivre. Et je trouve qu'elle est créatrice de joie de vivre. Et puis elle le fait avec une certaine douceur, une tendresse. C'est une femme tendre, la femme égyptienne, je trouve. Tendre et à la fois courageuse. C'est fabuleux. Madame professeure docteur Nadia Ghorab, vous êtes ingénieure, chercheuse à l'école d'ingénierie de Tunis et en même temps vous êtes écrivaine. Merci de nous avoir autorisé ce tour dans votre monde. Merci beaucoup, Marin. Merci de m'avoir invitée parce que sur le plan symbolique, pour moi, c'est très important de passer à la télévision de mon pays, surtout que je vis loin. Donc vraiment, je vous en remercie. C'était un tour dans la vie, le parcours et la carrière très enrichissante de Madame Nadia Ghorab, une Égyptienne ayant vécu en France et résidé à Tunis, une femme très enthousiaste ayant énormément de projets sur le plan scientifique et littéraire.